Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabienne Marquet. Je représente aujourd'hui l'ADTEM et plus particulièrement le collectif responsable de l'ADTEM. L'ADTEM, c'est plus de 1600 membres. C'est le plus grand réseau de professionnels donc, du marketing en France. Comme vous le savez, tout bouge de plus en plus vite. Les pratiques, les compétences, les technologies, dans un contexte de mutation permanente avec des fluctuations qui deviennent de plus en plus fortes. Donc l'ADTEM, plus que jamais, sert de boussole aux professionnels du marketing. Je suis heureuse aujourd'hui d'animer donc cette table ronde et je vais appeler donc sur scène donc Valérie Martin. Bienvenue Valérie. Sandrine Raffin. Bienvenue Sandrine, que je présenterai ensuite. Rodolphe Landemaine. Bienvenue Rodolphe. Et Vincent Touboul-Flacher. Bienvenue Vincent. Donc pour commencer dans la joie, alors pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je suis quelqu'un de joyeux et d'optimiste. Donc je suis très heureuse de l'introduire. J'invite à venir sur scène Rémi Saboureau. Une ovation. Un artiste parmi nous, et ça c'est très important de ramener la culture à nos sujets. Donc Rémi est auteur et slameur, créatif dans l'âme, facilitateur en intelligence collective depuis 20 ans. Il insuffle énergie et panache à chacune de ses interventions, embarquant son public sur un vrai chemin de transformation. À toi de jouer, Rémi. Je te remercie. Bienvenue dans ce hub spécial, cette capsule créative, labiale. Les chiffres sont stratosphériques. Milliards pour la PUB, façon PIB. Il n'y a pas de planète B, mais il y a encore de l'argent stratos magique. De quoi inventer des spots et des accroches pour les écrans bleus de nos nuits blanches. Moi, j'ai le trac d'être trop traqué. Je suis une cible si sensible. Trop de cookies dans les moteurs de recherche. C'est Big Browser. Diabète de type data. On devrait viser une sobriété heureuse. On se gave, essoreuse satiété. Il faut parler des produits qu'on produit. Si c'est gratuit, c'est moi le produit. S'interroger à produrable. C'est productif ou prédictif? Nous sommes responsables, méta-coupables, car nous savons que l'avenir tiendra ses promesses. Alors, on enlève le haut, automobile, et les batteries. On fait encore le plein d'essence ou le plein d'essentiel. On y pense? Les cerveaux moins disponibles sont avides de renouveaux imaginaires. Des coupures pub qui ne blessent pas. Des baselines comme des baisers. Des bannières pacifiques. Et si la com prenait un nouveau départ? Achat sans conscience n'est que ruine de la marque. Et si on agissait avant de giser? La pyramide du lot et pas du masse. Être brillant mais pas shine. À nous de prendre la seconde main, nouveaux réflexes et chemins. Trouver une communication responsible qui réponde aux enjeux planétaires, ne plus se taire. C'est l'occasion sans doute de faire du neuf. On ne peut pas faire comme si notre comme si impactante n'avait pas d'impact. Alors, on s'adapte. Adopte un mec, mise en congruence pour nos co-sons engagés, conscients et conscientes en attente, à nos grands pouvoirs, grandes responsabilités. Réenchanter, c'est l'urgent. Réengager, c'est émergent. Ce n'est pas que pour l'argent. Prompte ça à ton agent. C'est un New Deal, une nouvelle idylle entre émetteurs et récepteurs. Le code a changé. Les marchands au tapis. Nos tableurs noirs et gris en thérapie. No more liars, liars. More to rely on, c'est l'heure. L'IA effraie et bouscule. C'est vrai. Révolution shift, majuscule. Table rase. Fake authentique ou faux véritable sont des faussaires des imaginaires. Nous avons
la nécessaire opportunité de refuser l'impunité aux prêcheurs qui chalutent les fonds d'un monde en finitude. Prendre part, être enfin inouï, devenir des acteurs d'une trêve. Espérer, j'en rêve. Nos créativités au service d'un nouvel exercice comptable de l'avenir. Briefs alternatifs pour durabilité positive, what if? Eh bien, c'est un choix courage. Nos futurs engagent notre héritage. Alors, on s'engage. Décision et scission. Nous avons le pouvoir des idées. Aurons-nous le courage de décider? Suffirait de dessiller les yeux grands et verts. Car le premier domino mineur déclenche la bascule majeure. Puissance pub, puissance au cube. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Rémi pour ce moment que je découvre, que nous découvrons tous. Il est inspirant et sincère. Il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits et qui résonnent en nous, j'imagine, en nous tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'introduis notre table ronde, donc réenchanter la communication face aux consommateurs engagés. Vous savez que 1000 milliards de dollars, ce sont les prévisions des dépenses publicitaires dans le monde en 2025. 1000 milliards de dollars. Autant dire que si la publicité n'avait pas d'effet sur les consommateurs, les annonceurs n'en feraient plus. Celles pour les SUV, les fast-foods, les sodas, les produits sucrés, les compagnies aériennes, la mode jetable. Et je ne les cite pas tous. Continuent de saturer notre attention. Pour réussir la transition écologique, il nous faut changer nos imaginaires et passer d'une société de consommation à une société du bien vivre, d'une économie de la propriété à une économie d'usage. Comment transformer la publicité et nos communications plus largement pour qu'elles accompagnent cette mutation profonde et essentielle? Quel narratif souhaitons-nous offrir au futur? Ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter donc, nos invités. Donc, Valérie Martin, bienvenue. Valérie, tu es chef du service mobilisation citoyenne et médias depuis 2008 de l'ADEME. À ce titre, tu pilotes notamment la stratégie grand public et jeunes de l'agence. Tu coordonnes également les actions liées à la communication responsable. Tu es par ailleurs pilote et co-autrice du guide de la communication responsable, dont une réédition est sortie en 2022. Sandrine Raffin, bienvenue. Sandrine, tu as fondé la Link Up Factory il y a 15 ans, avec la conviction que les entreprises doivent contribuer activement au développement durable et repenser leur modèle autour de leur utilité sociétale. Aujourd'hui, Link Up réunit ingénieurs agronomes, nutritionnistes, consultants RSE et communicants pour accompagner les organisations dans leur transformation. Tu as publié de nombreux articles scientifiques sur la nutrition et la transition écologique et tu es chevalier de la Légion d'honneur. Toutes mes félicitations. Tu es aussi membre de l'Académie d'agriculture de France, section alimentation humaine. Rodolphe, bienvenue. Tu es boulanger-pâtissier de formation, tu te perfectionnes dans de grandes maisons avant de fonder en 2007 Maison Lendemaine. Aujourd'hui, un réseau de plus de 40 boulangeries en France et au Japon, rassemblant 700 collaborateurs. Végane depuis 2014, tu t'engages pour une alimentation respectueuse de la planète et du vivant. En 2020, tu crées Land & Monkey. Je l'ai bien dit ? Première boulangerie 100% végétale. Je l'ai goûté parce que j'avais rendez-vous avec Rodolphe, donc j'en ai profité. Je peux vous dire que c'est délicieux. Et Yumgo, substitut végétal aux œufs pour les professionnels. Depuis 2022, tu relis entrepreneuriat et intérêt général à travers le fonds de dotation Demain sur Terre, dédié à la résilience alimentaire et à la régénération du vivant. Véritable laboratoire d'expérimentation locale. Et ce que m'a dit, je fais une petite parenthèse, mais ce que m'a dit Rodolphe lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est qu'il était dans le réensauvagement de terrain. Et je trouve que ça, c'est le plus beau
la plus belle action et la plus belle action de poésie que nous pouvons faire. Vincent, bienvenue, Vincent Touboul-Flacher, donc bienvenue Vincent. Tu es président fondateur de Good Deed, que tu as fondé en 2014. Vincent, tu as été inspiré par les travaux du professeur Younous, avec l'ambition de concilier publicité et utilité sociale. En 2022, tu quittes Good Deed et rejoins le programme Obama Scholars à la Columbia University, dédié aux politiques sociales et climatiques. Puis, tu reprends la direction de l'entreprise début 2025, la même entreprise, Good Deed, et tu finances aujourd'hui plusieurs millions d'euros de projets associatifs chaque année, avec un engagement qui reste guidé par une conviction: chaque euro compte pour construire une société plus juste et plus durable. Donc nous sommes sur donc tous les 5 réunis pour réenchanter la communication, en tout cas pour essayer d'apporter des solutions. Donc l'idée d'un nouveau narratif, vous le savez tous, émerge de plus en plus, mais comment rendre désirable, éthique et sincère la communication dans toutes ses dimensions, sans perdre les consommateurs engagés, parce qu'il n'est pas question de les perdre, ceux qu'on a gagnés, ou ceux qui sont déjà engagés, et séduire tous les consommateurs, parce que la bascule ne se fera qu'à par le nombre. Nous vous proposons de commencer à réenchanter ensemble, avec joie. On va essayer d'être joyeux. Donc, chère Sandrine, je vais commencer par Sandrine. Donc, chère Sandrine, comment dépasser le sentiment d'impuissance chez les consommateurs dits empêchés par la communication afin de les embarquer dans la transition sans culpabilisation excessive? Merci Fabienne pour cette question. Bonjour à tous. Alors, en effet, quand on dit réenchanter la communication face aux consommateurs engagés, tu l'as dit, je trouve que c'est vraiment... Bien sûr, il faut les garder, ceux qui sont déjà engagés, mais on a beaucoup de consommateurs à engager et de citoyens, et pas seulement citoyens juste quand ils consomment, mais dans leurs actes de tous les jours. Et donc, une des premières choses, c'est de comprendre pourquoi ils ne s'engagent pas. Et je pense que ça, c'est vraiment une clé très importante avant de se dire comment on va réenchanter. C'est finalement quelles sont les raisons pour lesquelles certains s'en fichent complètement, mais il y avait une étude, et je vais bien me garder de dire des chiffres parce que je ne les ai pas notés, mais je pense qu'on aura des chiffres intéressants qui vont venir avec Valérie. Les gens, contrairement à ce qu'on dit souvent, les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat ou moins de pouvoir d'achat, ils font moins le tri éventuellement. C'est éventuellement ceux qui, sur leur consommation, en réalité, ils sont moins impactants, mais vont avoir des voitures plus polluantes parce qu'il faudrait passer à l'électrique, etc. Donc, on ne vient pas les montrer du doigt, mais de facto, ils sont stigmatisés et ils sont culpabilisés. Et en fait, le pourquoi, tout simplement, parfois, et ils se sentent en effet empêchés, c'est le terme que tu as employé, parce qu'ils sont empêchés, parce que pas de pouvoir d'achat pour changer de voiture, empêchés aussi éventuellement parce qu'ils ne savent pas où trouver l'information, et de manière générale, l'information sur l'engagement pour les produits de consommation, elle n'est pas du tout simple à trouver. On va parfois, certaines marques, on en parlera, le mettre en avant, mais de manière générale, elle n'est pas disponible. Quand elle n'est pas disponible, parfois, elle n'est aussi pas compréhensible. Donc, c'est vraiment un langage plus qui s'adresse à des gens qui comprennent ou qui connaissent. Moi qui travaille aussi beaucoup dans le monde alimentaire, tu l'as dit, les gens qui ne peuvent pas consommer bio, eh bien, au final, ils ont le sentiment que soit c'est bio, soit de toute façon, on s'en fiche parce que c'est bourré de pesticides. Et en plus, moi, faut savoir que les Français cuisinent entre 1 heure et 4 heures pour 49% d'entre eux par semaine. 1 heure et 4 heures par semaine, je vous laisse faire le calcul. Donc, si on ne mange pas brut et transformé, de toute façon, on ne va pas bien manger. Donc, finalement, j'appelle ça EPM. Et puis, merde, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Donc, je vais continuer finalement à manger ce qui fait plaisir à moi, à ma famille. Et puis, dernier point, le sentiment d'efficacité sur cette première partie. J'ai 2 autres points, mais je serai rapide. Le sentiment d'efficacité est très important, c'est-à-dire de se dire, est-ce que finalement, si je vais faire tel geste, où j'ai le sentiment que ça sert à quelque chose, est-ce que j'ai le sentiment que ça sert à quelque chose? Et il y a aussi beaucoup de consommateurs, de jeunes, de moins jeunes, qui ont le sentiment que, de toute façon, c'est vraiment la goutte d'eau dans la mare. Et il y a un peu un désengagement, pour le coup, de certains consommateurs qui étaient engagés, ou un peu un retour sur le fait de se dire le problème est tellement immense sur le climat,
finalement, est-ce que ça va être utile, d'autant plus que je ne vais pas pouvoir faire. Alors la culpabilité, ça ne fonctionne pas en changement de comportement. Vraiment, c'est démontré par de multiples études. Donc, je pourrais vous prendre le sujet de la qualité de l'air, du tabac, la culpabilité de se dire de toute façon, vis-à-vis de moi-même aussi, je risque d'avoir un cancer. Hein. En France, on a 32% de fumeurs. Un tiers de la population de fumeurs occasionnels et ils sont 26% de fumeurs quotidiens. Au Royaume-Uni, c'est 16%. Il y a un problème. Je crois même en Angleterre, c'est 12%. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on montre que finalement, on pourrait se sentir coupable vis-à-vis de soi-même, on peut se sentir coupable vis-à-vis des autres, et ça ne marche pas, et c'est bien connu. On pourrait parler du tri aussi. Hein. Sur le tri, on dit souvent trier, c'est facile. Quelqu'un qui a une famille qui vit dans un petit logement et qui doit installer 4 poubelles et qui va apporter telle poubelle à tel endroit, en fait, c'est vrai que c'est pas loin et que c'est facile, mais c'est pas vécu comme quelque chose de facile dans le jeu de contraintes, dans la charge mentale, dans l'organisation du quotidien. Donc culpabiliser et de dire finalement, si vous le faites pas, finalement, c'est que vous êtes un peu crétin parce que c'est facile, ça fonctionne pas. Et le dernier point, c'est que globalement, ce qui nous fait agir, c'est la récompense. Nous sommes les cousins des chimpanzés et on a les endomorphines qui sont très importantes. Pour ça, j'aime beaucoup Monkey, et donc ça m'a beaucoup parlé. Parce que ces endomorphines, on a plusieurs moyens de les stimuler, je ne vais pas les énumérer, mais ce qui nous valorise, quand on se sent valorisé dans un geste qu'on va pouvoir faire auprès de ses proches, dans sa communauté, dans la société de manière générale, eh bien, ça, c'est éventuellement une motivation à agir. Donc, voilà, c'est 3 premiers points d'éclairage. Et donc, la norme sociale va avoir un rôle très important sur le fait de se dire, et je reviens sur l'histoire du tabac, finalement, au Royaume-Uni, fumer, c'est ringard. En France, vous allez aux terrasses de café, c'est pas trop ringard. Hein. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui fument. Donc voilà, je m'arrêterai là pour l'instant sur cette petite introduction, sur ces termes de culpabilité, surtout pas. Et allons chercher ceux qui ne sont pas engagés, qui ont envie, mais qui se sentent en effet empêchés. C'était important, merci Sandrine, de remettre en perspective les choses à l'aune de ce que les consommateurs vivent tous les jours. Donc je rebondis sur le décalage entre perception collective et personnelle de la surconsommation. Les consommateurs reconnaissent un excès collectif, mais peu s'identifient comme hyper-consommateurs eux-mêmes, ce qui rend l'enjeu bien évidemment complexe. Et comme l'a dit Sandrine, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, parfois des gestes qui seraient bons pour la planète sont rendus difficiles compte tenu du contexte qui est le nôtre. Donc, mais néanmoins, il est important d'accompagner, et la communication, vous le savez très bien, a agi sur notre bien collectif, notre bien commun, au travers de campagnes qui sont des campagnes historiques comme celle du sida, par exemple, qui a permis, ou la sécurité routière. Hein. Donc il y a eu déjà des récits qui ont permis de changer les choses. Donc Valérie, comment la sobriété et la consommation responsable, en général, sont perçues et comment faire pour réussir à communiquer sur ces sujets-là? Bonjour, merci beaucoup déjà, ravie d'être ici. Je pense que, comme tu me l'as demandé, Sandrine, je vais essayer de vous redonner un certain nombre de chiffres. Je pense que c'est important de recadrer les choses et ça poursuit bien ce que nous a présenté Sandrine. Si aujourd'hui on dit qu'on veut être dans une réponse à nos besoins qui soit la plus sobre possible, forcément, on est obligé d'aller vers une approche moins et mieux. Très bien. Mais où est-ce qu'on en est vraiment? Je vais vous présenter 2 résultats très rapides autour d'une part du baromètre sobriété et mode de vie qu'on avait sorti fin 2023. Le baromètre devrait sortir début 2026, le suivant, mais bon, voilà, il est en cours. Et je vais vous donner quelques chiffres. 83% des Français considèrent qu'on a tendance à accorder trop d'importance à la consommation matérielle. 77% disent notre manière de consommer est nuisible à l'environnement. C'est du déclaratif. D'accord? Mais 87% disent aussi la publicité est présente partout, tout le temps dans notre vie et c'est trop. Et ça, quels que soient les baromètres que l'on peut faire. Donc, tout le monde semble partager, en tout cas, un constat. Mais quand on leur demande, est-ce que vous pensez que les Français consomment trop? Oui, à 82%. On se dit, franchement, tout est au vert, sans mauvais jeu de mots.
Et là, on leur dit, et vous personnellement, vous pensez qu'on consomme trop? Pour ceux qui connaissent la réponse, oui, mais seulement à 28%. Donc, de toute façon, les Français ne se reconnaissent pas dans la figure de l'hyperconsommateur. Donc, nous allons devoir, entre guillemets, vendre de la sobriété à des gens qui pensent qu'ils sont à 80 et quelques % déjà sobres. Donc ça, c'est le premier enjeu, et ça n'est pas évident. Ensuite, ce qui est intéressant, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de rien faire, ils ont envie d'agir, mais ils disent, nous, en tant que citoyens, on agit déjà beaucoup. Donc vous, entreprise, vous, État, il faut que vous fassiez des choses. Il faut que vous accélériez les choses. Et c'est là où intervient notre deuxième baromètre. Le baromètre ADEME Greenflex, Français et consommation responsable. La dernière édition date du mois de juin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde est d'accord, 8 sur 10, pareil, oui, tout ce qui est lié au changement climatique va imposer de changer en profondeur nos modes de vie. Donc là aussi, on est tous d'accord sur le constat. Mais, ils ne sont plus que 13% et non plus 18% l'année dernière à dire qu'ils font tout leur possible pour pouvoir consommer de façon plus responsable. Donc là déjà, on voit qu'on a une forme... Alors, est-ce que c'est un essoufflement? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une sensibilité qui semble être en retrait. Et en plus, c'est affaibli parce qu'on en parle moins. On en parle moins, les médias en parlent moins, même entre voisins, même le bouche à oreille, même avec des personnes engagées. Et donc, pour compléter ce que disait également Sandrine, on a, dans la population qu'on a identifiée, on a identifié les mobilisés et les non mobilisés. On leur a dit, mais quels sont vos freins à vous engager dans la consommation responsable? La population mobilisée et la population non mobilisée nous ont dit la même chose. Un, c'est le prix. On a été surpris de voir que même pour les mobilisés, cette question du prix, donc du pouvoir d'achat, était placée en premier. En deuxième, pour les mobilisés, et je parle bien des mobilisés, donc c'est intéressant, c'est le manque d'offres accessibles, claires. Ça va plus loin que ce que tu disais, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème d'information, c'est que de toute façon, une offre accessible et qui réponde effectivement à mon besoin, je ne la trouve pas. La deuxième raison pour les non mobilisés, c'est « mais moi, de toute façon, je veux continuer à me faire plaisir ». Et c'est la première fois que je vous invite vraiment à aller consulter les résultats de cette étude parce que c'est extrêmement intéressant de voir que on a quand même une dynamique collective qui est en train de s'affaiblir. Tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des campagnes, on va parler d'une campagne célèbre, celle de l'ADEME, que vous connaissez peut-être sous le nom des vendeurs, d'autres posons-nous les bonnes questions avant d'acheter, qui est une campagne qu'on a lancée avec le ministère de la Transition écologique fin 2023, qui depuis a toujours cours, je tiens à le signaler. Et cette campagne, elle vous invite à vous interroger sur vos besoins réels. Elle pose une question a priori simple, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Mais elle ne vous culpabilise pas. Et d'ailleurs, les gens, ils ne s'y sont pas trompés. Point n'est question d'être moralisateur ou autre, etc. Pas du tout. Mais on dit aux gens, vous n'êtes pas que des consommateurs, vous êtes aussi des citoyens. Interrogez-vous. Peut-être que vous en avez besoin. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Mais en tout cas, vous avez réfléchi. Vous vous êtes posé la question. Et vous n'êtes pas des consommateurs qui agissez de façon automatique, comme, si tu veux, un surplus de communication, marketing, réseaux sociaux, publicitaires, etc., parce qu'on n'a pas encore parlé des réseaux sociaux, mais il faudra en parler, qui vient sans arrêt nous rappeler qu'effectivement, il faut avoir toujours la dernière nouveauté, il faut avoir, même si on n'en a pas besoin. Et nous, on ne dit pas, vous ne pouvez pas acheter. On dit aux gens, interrogez-vous et achetez des choses dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, on vous propose des offres alternatives. La location, la réparation, tout un ensemble de choses. Et comment on le fait? En utilisant la créativité, parce que je crois à la créativité. Il y a beaucoup trop de gens, quand on parle de communication responsable, qui disent « ça va être sur ton truc ». Non,
La communication responsable, c'est pas sûr, c'est de la communication. C'est ça. Donc, et quand vous faites de la com, vous n'avez pas envie que ce soit chiant. Et ben, pareil. Et donc, c'est important de ce côté-là, de se dire qu'on peut faire des campagnes qui sont enthousiasmantes, qui plaisent. Les post-tests sont là pour avérer les choses. Et qui surtout disent aux gens, ben oui, au moins, je me suis posé la question. C'est pas facile entre la publicité, les algorithmes, les promotions, et dans les résultats des différentes, les différentes études, ils le disent, hein, on se fait avoir régulièrement. Mais en tout état de cause, il y a une graine qui est plantée. Et c'est là où je pense qu'on a un travail et une responsabilité en tant que communicant pour pouvoir accompagner ce nouveau récit, qui est celui existant de plusieurs récits d'ailleurs, de sobriété, qui sont des sobriétés qui permettent d'avoir un niveau de confort équivalent, qui permettent de faire tout un ensemble de choses et d'être dans ce que tu as bien nommé le bien vivre. Et non, ce ne veut pas dire aller vers quelque chose qui soit triste, renfermé ou d'une vie difficile. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et la transition, dernier point, elle doit être juste. Sinon, c'est simple, on ne va faire on va travailler que sur les consommateurs engagés. Et dans ces cas-là, on sera passé complètement à côté de la nécessaire transformation de notre société. Et c'est peut-être ça qui est important. Mais attention, la com, ça ne fait pas tout. Il faut accompagner le changement de comportement parce que sinon, ça peut rester qu'incantatoire. Merci Valérie. Donc, petit clin d'œil, hier j'étais à la conférence de Fabrice Bonifay sur l'économie et le vivant. Pour ceux qui y étaient, Fabrice a fait référence à la communication des vendeurs en disant que c'était une communication en tout cas qui s'inscrivait dans ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour un monde plus durable. Et donc je tiens à te le dire Valérie. Voilà, Fabrice honore le travail qui a été fait par toi et tes équipes et par l'ADEME. Bravo. Mettre le vivant, vous l'avez bien compris, donc c'était une bonne transition entre l'économie et le vivant, et là notre table ronde pour réenchanter la communication. Mettre le vivant au cœur du modèle entrepreneurial, est-ce une clé? C'est ce que nous allons tâcher de comprendre maintenant. Donc Rodolphe, comment fais-tu, allez, je te tutoie, je peux me permettre, pour raconter une histoire aussi riche et multidimensionnelle sans perdre tes publics et ainsi réenchanter la communication au travers du végétal et du vivant? Donne-nous tes secrets. On va passer de la théorie à la pratique parce que dans plein de choses que tu as dites, en fait, il y a toutes les questions qu'on se pose quand on est à la tête d'une entreprise qui prend conscience de ces sujets-là et qui tente de plugger. Il y avait le mot moralisateur, nouveau récit, incantatoire, tous ces sujets-là qui viennent naturellement quand on est à la tête d'une entreprise. Alors moi, il y a une dizaine d'années, j'étais à la tête d'une entreprise de 400 collaborateurs. Je pilotais Maison Landemaine, un réseau de boulangerie, pâtisserie conventionnelle, et j'avais la vie d'homme d'affaires classique chez des affaires au Japon. J'étais consultant pour plein de grandes marques et je voyageais partout dans le monde en business, etc. Enfin, l'archétype de ce qu'on a l'habitude de voir quand on est un entrepreneur à succès. Et comment on fait quand on prend connaissance de ces sujets? Alors moi, j'ai le malheur ou le bonheur, j'en sais rien, d'apporter une industrie qui est un levier majeur pour lutter sur les grands enjeux du XXIe siècle parce que c'est la façon dont on se restaure. Quelques petits chiffres quand même que j'ai découverts quand j'ai adopté ce régime végétalien il y a une dizaine d'années. Alors moi, je suis rentré par l'éthique animale sur ces sujets-là. Et après, je me suis aperçu de l'impact sur la biosphère et en fait du levier monstrueux qu'on avait tous collectivement sur la façon dont on pouvait se restaurer et qu'on n'avait pas besoin d'aller dire aux autres qu'il fallait faire ci, mais qu'on pouvait tous les jours, sur notre façon de se restaurer, avoir un impact ultra négatif ou ultra positif sur la façon dont on se restaure. 40% des gestes éco-citoyens, c'est la façon dont on se restaure. 40%, c'est presque la moitié de ce qu'on peut faire. Moi, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années et pour nourrir une personne qui est omnivore, c'est à peu près 2 terrains de football. Et avec la surface de 2 terrains de football, vous nourrissez 14 personnes qui sont végétaliennes. 14 fois plus, un facteur 14. C'est dire un peu l'industrie à laquelle moi j'appartiens qui peut avoir un impact majeur. Alors comment on fait? C'est ça le grand enjeu. C'est comment on fait pour réconcilier ça? Parce que moi, l'héritage socioculturel français sur la nourriture, je ne vous dis pas, hein, on s'attaque à un colosse là. Eh bien, il faut être malin. Il faut être malin, mais surtout, il ne faut pas être moralisateur. Nous, on s'est focalisé vraiment sur faire quelque chose de bon et tous ces grands enjeux-là, de les mettre de côté et se focaliser sur un business model qui allait fonctionner. Et donc, on avait oublié tout ce qui est incantatoire, moralisateur, sujet du XXIe siècle, etc., pour se focaliser sur juste un business model qui allait faciliter la transition vers une alimentation plus durable.
Ça a donné la naissance en 2020 de Len & Monkey, qui est le premier réseau de boulangerie-pâtisserie 100% végétale. Et on a fait des petits audits pour montrer qu'en fait, on avait un impact très positif par rapport à une boulangerie conventionnelle. Là, on est en train de plugger aussi tout ce qui est comptabilité extra-financière. C'est intéressant de regarder aussi l'entreprise par le prisme d'autres métriques que sont la pure création de valeur. On en a choisi 3. L'économie d'eau, l'économie de terre arable et la décarbonation. Et tout ça, il faut le raconter. Alors, il ne faut pas tout de suite le raconter aux consommateurs parce que ça fait un peu trop de choses à partager. Il faut se concentrer sur notre métier qui est juste de faire des bonnes choses, mais le partager au cadre parce que ça donne du sens. Et les gens qui travaillent dans cette entreprise-là trouvent du sens à se lever tous les jours et à porter ce genre de projet. Il faut toujours être un petit peu malin. Et puis quand on a fait ces choses-là, on commence à être satisfait et on se dit que c'est génial parce qu'on a une entreprise qui crée de la valeur, donc on n'est pas une association, on paye nos salariés, on crée de la valeur, on croit et on a des raisons de croître parce qu'à chaque fois qu'on croit, on pèse positivement sur la biosphère, enfin plutôt moins négativement sur la biosphère. Et est-ce que ça suffit ? Ben non, parce qu'on se rend compte que quand on travaille sur ces sujets-là, l'entreprise, quand elle actionne tous les leviers qu'elle peut faire, c'est à peu près 30% d'efficience dans tous les secteurs qu'elle va chercher. Et ça rejoint ce que tu disais sur le travail de Bonifay. Du coup, on est obligé d'aller beaucoup plus loin, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette valeur quand on crée de la valeur. Et là, on rejoint les sujets d'entreprises régénératives, que les externalités positives soient supérieures aux externalités négatives et que ce ne soit plus une fonction linéaire dans laquelle on va prendre de la matière première, la transformer, la vendre, mais qu'on essaye de fonctionner en circularité et de montrer que l'entreprise peut être une source de régénération des écosystèmes, de participer à réparer tous les problèmes du XXe siècle. La façon dont on s'y est pris, c'est qu'on a créé un fonds de dotation qui est actionnaire des holdings, c'est les fameuses fondations actionnaires. Donc j'ai légué un pourcentage des titres à ce fonds de dotation, un peu à la Patagonia, pour ceux qui connaissent bien sûr la marque. Et ce qui est très enrichissant, c'est qu'on va plus loin que ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'efficience, c'est qu'on va flécher une partie de la valeur sur les grands enjeux du XXIe siècle, que sont la protection des écosystèmes. Ça rejoint un peu le travail de Peter Singer sur l'altruisme efficace, de flécher la partie de valeur sur les grands enjeux du XXIe siècle, que sont l'effondrement du vivant. Et là, quand même, il est toujours bien de se rappeler quelques chiffres. En quelques centaines d'années, on a perdu 80% des forêts primaires. En quelques dizaines d'années, c'est 80% des mammifères qui ont disparu. Et surtout, en quelques années, c'est 80% des arthropodes qui ont disparu. C'est fou. Les espèces disparaissent 1000 à 10 000 fois plus rapidement que la normale. Et nous, la façon dont on s'y est pris, grâce aux travaux de Gilbert Cochet et Baptiste Morisot, qui m'ont réenchanté, qui m'ont donné de l'espoir, c'est qu'avec cette valeur qui est créée via l'entreprise, on achète des grandes surfaces en France qu'on laisse en libre évolution. On fait du plaidoyer pour faire de l'essaimage. C'est joli, ça donne du sens. Et c'est juste ce que je voulais vous témoigner, c'est la façon dont on peut tenter de mélanger un peu l'huile et l'eau, tous ces sujets philanthropiques et de création de valeur, et d'essayer de faire sa part. Donc, le sous-jacent, sur quel sujet on entreprend, qu'est-ce qu'on fait si ça fonctionne avec la création de valeur, et donc où on la flèche pour répondre aux grands enjeux du XXe siècle. Et il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, l'entreprise était avant tout une organisation humaine à but lucratif qui venait répondre à des grands enjeux sociétaux, pas environnementaux, parce qu'il n'y avait pas ces problèmes-là au XIXe siècle, ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas toujours été l'organisation prédatrice qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle peut être autre chose, une énergie qui peut venir réparer, restaurer les grands enjeux et participer à restaurer les grands enjeux du XXIe siècle. Merci Rodolphe. Donc, vous l'avez bien compris, face aux défis économiques, écologiques et sociaux, les citoyens voient de plus en plus les entreprises, justement, comme les vrais acteurs du changement. Vincent, quel enseignement clé tires-tu de ton parcours entrepreneurial depuis tes débuts, très jeune, bravo, jusqu'à la reprise récente de Good Deed? Et comment réussis-tu à réenchanter la communication pour toutes les parties prenantes? Oui, merci beaucoup, très content d'être là parmi vous. Donc moi j'ai créé effectivement Good Deed, qui est une régie publicitaire qui se veut solidaire, donc on reverse 60% de tout ce qu'on gagne à des assos. Ça, je l'ai créé quand j'avais 18 ans, donc c'était il y a 10 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. Et j'en suis parti il y a 2 ans pour rejoindre un programme de recherche en politique sociale et climatique à Columbia avec la Fondation Obama, effectivement, il y a 2 ans. Et j'étais très content de partir en réalité du milieu de la pub, parce que là, on parle de communication. Et selon moi, à mon avis, en ayant fait 8 ans dans le milieu de la pub, en ayant commencé à 18 ans,
Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de communication effectivement qui vise à parler de sobriété, à essayer d'enchanter sur le fait qu'il faille moins consommer, etc. Mais quand on voit toutes les injonctions toute la journée à la consommation avec toute la publicité et la communication, le problème c'est qu'en fait, même si derrière on essaie de pousser les gens à moins consommer, si à côté de ça, 99% du temps on leur dit acheter des nouveaux, des nouvelles vaisselles, des nouveaux lavabos, des nouvelles machines à laver, etc. Il y a un problème en fait dans l'équation. Donc je pense que je suis une des seules personnes qui ait une régie publicitaire. Donc j'ai racheté l'entreprise avec l'équipe et des investisseurs engagés à nos côtés il y a 6 mois. Donc j'ai repris effectivement Goodid parce que notre objectif reste le même, financer des assos. Et aujourd'hui, je pense que vous avez tous vu, voilà, il y a moins 42% des budgets internationaux d'aide aux ONG qui ont été coupés depuis janvier, depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Donc il y a un vrai enjeu de financement des associations. Pour autant, je pense que même si on a cet enjeu de financement des assos grâce à notre régie, je pense que je suis une des seules personnes qui suis dirigeant d'une régie qui dit il faut moins de pub et il faut clairement moins de publicité, il faut moins inciter à la consommation. Et en fait, une autre problématique que j'ai pu voir ces 10 dernières années, c'est quand tu parlais du chiffre de 1000 milliards d'euros ou de dollars en publicité chaque année. Je me souviens durant mes études, il y avait cette fin de 99 francs. Je ne sais pas si vous voyez le film à l'époque. Et la dernière phrase du film, c'était quelque chose de style chaque année, 500 milliards de dollars sont utilisés en publicité et seulement la moitié de cette somme permettrait de réduire la faim dans le monde. Et du coup, là, je viens d'entendre qu'on était à 1000 milliards de dollars. Donc, on a doublé en l'espace de 8 ans les dépenses publicitaires. Et au-delà du doublement des dépenses au total, l'autre problématique, c'est la baisse des prix de la publicité. En fait, moi, je le vois depuis 8 ans. Aujourd'hui, notamment à cause des GAFAM et des gros acteurs américains, avant, pour diffuser une pub sur Internet, on dépensait 7-8 centimes du coup par vue. Donc, on achetait 8 centimes pour diffuser une pub sur Internet. En fait, en 8 ans, maintenant, c'est passé à moins d'1 centime. Donc, en fait, au-delà du fait qu'il y ait de plus en plus d'argent qui soit dépensé en publicité, la publicité est de moins en moins chère. Et du coup, il y a de plus en plus de pubs. Je crois que c'est autour de 2000 messages publicitaires par jour. On est vraiment assommé en fait. Donc, même si derrière on demande aux gens de moins consommer, de faire vœu de sobriété, si à côté de ça on régule pas la publicité, on contraint pas les annonceurs, les marques à faire moins de pubs, malheureusement, moi j'ai peur qu'effectivement notre combat il soit important, essentiel, mais il faut aussi l'orienter sur la diminution, je pense, et cette sobriété sur la pub. Et petit point là-dessus, en plus de ça, le problème de la pub et ses prix bas, c'est que ça rémunère plus l'info. Et aujourd'hui, il y a quelques milliardaires qui détiennent la majorité des chaînes d'information, et on peut le voir globalement, il y a quelques familles qui permettent d'orienter l'information et donc nos démocraties. Et ça, c'est une vraie problématique, je pense, aujourd'hui dans laquelle on est et qu'on a vu aux États-Unis et qu'on voit en France. Et donc c'est vrai que au-delà du fait qu'il faille moins de publicité, à la limite, au moins, il faut rehausser les prix de la publicité, il faut réguler ce monde publicitaire parce que sinon, il y a trop de pubs tout le temps et ça, c'est problématique. Alors que voilà, nous, on vit de la pub et on finance des assos. Hein, donc voilà. Mais aujourd'hui, la pub ne finance plus les médias et ne finance plus la presse. Donc c'est souvent ce qui est avancé pour éviter de parler de réguler la pub, mais c'est plus le cas puisqu'aujourd'hui, la presse n'est plus financée par la publicité. Voilà, alors, merci beaucoup, Vincent. Donc, effectivement, là, on a vu tous les pans, enfin, en tout cas, tous les points qui sont importants. Maintenant, on va passer à comment réenchanter la communication. Vous êtes tous là pour réenchanter la communication. Donc effectivement, c'était important de dresser tous ces points. Donc, entre les médias, en tout cas, responsables avec des contenus vérifiés et viables dans le temps, sont rémunérés de moins en moins par les publicités. Et donc, la publicité coûte de moins en moins cher avec, bien évidemment, les plateformes numériques détenues par les Américains ou les Chinois. Donc, on va revenir à notre sujet, réenchanter la communication, comment on va faire rêver donc, toute cette assistance. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Je vais donner la parole à Valérie sur les grands principes de l'ADEME qui visent à instaurer plus de transparence et de preuves. Vos guides sont des contenus pédagogiques et opérationnels plébiscités. Je pense que vous les connaissez tous. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, allez les voir sur le site de l'ADEME parce que c'est pour moi en tout cas des guides opérationnels pour une communication responsable. Penses-tu que ces outils suffisent à réenchanter la communication? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour que l'ADEME puisse aider les directions marketing, les directions de la communication à être plus juste, plus éthique, plus responsable vis-à-vis des consommateurs qui,
les consommateurs, il y a bien évidemment des publiphiles et des publiphobes. Mais il y a plus de publiphiles que de publiphobes, et ça, je pense que vous le savez aussi. Donc la publicité a encore de beaux jours. Comment peut-on faire ? Peut-être que déjà, pardon, je voudrais juste réagir à ce que Rodolphe et Vincent ont dit. Et je trouve que ça répond un peu quelque part à la question. On a parlé à un moment de réinventer la communication, parce que je ne voudrais pas qu'on réduise le débat à la seule publicité. On a quand même aujourd'hui un gros questionnement à avoir sur l'ensemble des canaux de communication, et donc tout ce qui est lié à l'influence est aujourd'hui une vraie difficulté pour nous, parce qu'elle véhicule des imaginaires qui sont tous sauf sobres. Vous voyez, c'est trop dur à prononcer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on parle de réenchanter la communication, on parle de la faire évoluer. Pourquoi ? Parce qu'on parle de changement de comportement, on parle de faire passer, en gros, de la possession à l'usage. Mais pour de vrai, c'est pas un changement de la communication ou de la publicité. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est un véritable changement du modèle de valeur. En gros, aujourd'hui, l'ambition, c'est de passer d'un modèle qui était fondé sur la vente en volume, je produis, je vends, je consomme et je jette, à un modèle qui va être fondé sur l'usage. Ça change complètement, considérablement nos métiers, notre façon d'approcher les choses. Et ça veut dire aussi que si on n'en fait qu'un outil de simple communication, je pense qu'on va passer à côté des choses, parce qu'on ne va pas justement être dans une transformation sincère et donc dans un mouvement, un changement de récit. On va au contraire être dans quelque chose qui sera, un peu greenwashing, narrative washing, tous les washing que vous voulez, mais ça posera un certain nombre de difficultés si on n'a pas une transformation du récit en profondeur. Et deuxième point, et donc ça m'amène au deuxième point, c'est que ça amène à la question d'une forme de storytelling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas croire que le débat où on veut réenchanter la communication, ce ne soit qu'un exercice de style. C'est un exercice qui modifie en profondeur les activités liées à la communication, à la publicité et au marketing. Ça, c'est évident. Ce qui veut dire que ça fait lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir réinventer de nouvelles offres. Si on n'invente pas de nouvelles offres et donc de nouvelles façons aussi de vendre ces offres, on ne vend pas de la même façon, par exemple, comme chez Michelin, un pneu ou, au contraire, l'usage du pneu. Ce n'est pas du tout le même métier, ce n'est pas du tout la même façon de faire, d'être et d'avoir le rapport aux objets, quels qu'ils soient. Donc on est quand même dans une société de surconsommation pour tout, y compris pour la communication, puisqu'on est persuadé que plus on va communiquer, plus en fait on va vendre, on va être connu, etc. Mais on souffre d'une infobésité qui est juste phénoménale. On croule sous l'information et au bout d'un moment, en fin de compte, plus personne ne fait vraiment attention. Et donc, qui est-ce qui capte notre attention ? Ce sont les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est comment est-ce qu'on va accompagner le changement de récit qu'ils promeuvent. Et ça, c'est aussi des travaux sur lesquels on essaye de se plancher, pas tout seul, avec des acteurs comme On est prêt, par exemple, ou avec d'autres qui travaillent avec vis-à-vis des influenceurs ou des créateurs de contenu, selon comment on les appelle, parce que je pense que là, il y a un vrai travail. L'imaginaire du voyage, l'imaginaire de la mobilité, tout ça, il va falloir le reconstruire de façon à ce que, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Sandrine, à ce que ce soit qu'il y ait la création d'une nouvelle forme de normes sociales, que ce soit la cool attitude de se déplacer autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la voiture de partout. Ça veut juste dire, encore une fois, cette question du juste besoin. Nos outils, comme le guide de la communication responsable, celui que j'ai coécrit avec Mathieu Janik, ou celui coécrit avec Marie Chailloux il y a quelques mois, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle le guide des relations médias responsables, il pose aussi toutes ces questions-là. Il ne pose pas qu'une question de communication responsable qui serait uniquement liée à l'éco-socio-conception. On va beaucoup plus loin. Il y a la question de la coopération aussi qui est posée, la question de la teneur des messages, la question des relations avec l'ensemble des parties prenantes. Comment on réinvente l'écoute, le travail collaboratif. Là-dessus, je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à faire. Et donc,
Sur notre site, par exemple, communication-responsable.adem.fr, où vous retrouverez tout un ensemble d'informations. On vient de mettre à jour aujourd'hui, et je salue ma collègue qui a beaucoup travaillé dessus, sur la partie marketing et publicité. Honnêtement, on a besoin de mieux partager, on a besoin de mieux outiller, mais on a aussi sur ce même site une partie entière qui concerne les récits. Et on travaille beaucoup sur ces questions de réenchantement et de changement, d'évolution de récits, avec notamment des travaux qui s'appellent « Mobiliser au prisme des nouveaux imaginaires ». C'est important parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit là que ce qu'il faut qu'on mobilise, comme dirait Jules Collet, ce sont des imaginacteurs. Les imaginacteurs, c'est qui? Notamment, on peut mobiliser les acteurs du monde de la communication, les collectivités territoriales et les acteurs de l'éducation. Ça fait partie du premier cercle les plus évidents. Mais ça, c'est fondamental. Simplement, il va falloir là aussi pouvoir les outiller, pouvoir les écouter si on veut, et remettre aussi le citoyen au centre. Donc cette question d'écoute, elle est primordiale. Ensuite, pour pouvoir avancer, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que disait Rodolphe tout à l'heure, mais il y a deux choses. On peut s'appuyer sur des imaginaires qui sont idéaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a sorti l'Observatoire de la fiction il y a quelques semaines sur justement la façon dont les séries prennent en compte les questions, on va dire, des éco-gestes, l'écologie aussi plus largement. Les résultats, ils ne sont pas encore très à la hauteur, on va dire ça comme ça. Pour autant, ça bouge. Il y a des choses qui avancent un peu. C'est un travail extrêmement important et qui permet là aussi de l'insérer dans une norme sociale. Mais au-delà des imaginaires idéaux, c'est surtout des imaginaires matérialisés qu'il nous faut, c'est-à-dire les boulangeries Land & Mockies par exemple, mais on peut avoir aussi des bouturothèques, des tiers-lieux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, quand on utilise le mot « nouveau récit », que ça voudrait dire que tout est à créer. Mais non, les contre-récits au consumérisme, au productivisme, à l'illimitisme, au technosolutionnisme, il y en a déjà plein qui sont là. Et en fin de compte, ce n'est pas un nouveau récit salvateur dont on a besoin. C'est de mettre en lumière tous ces contre-récits qui existent et qui sont en faveur de la sobriété et qui ont besoin de lumière et qui ont besoin de montrer que oui, c'est bien, oui, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais oui, c'est possible et oui, ça fait envie. Et ça, là-dessus, nos métiers, mais pas seulement à nous en tant que communicants, le métier de chacun aussi, c'est de partager de toutes ces initiatives, de s'écouter les uns les autres, de comprendre comment on peut bouger ensemble. Globalement, pour moi, ce n'est pas qu'une question de réenchantement de la communication, c'est une question de mieux travailler ensemble pour mieux vivre ensemble. Alors, je rebondis parce que c'est vrai qu'il y a une citation que vous devez connaître. « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Donc Sandrine, avez-vous des exemples, des leviers concrets qui ont permis à des marques, je vais te demander d'être plus rapide, comme Kiri par exemple du groupe Bell, la confiance qui a gagné la confiance et la fidélité par la cohérence des actions, et quelles seraient les prochaines étapes pour amplifier justement leur place? Alors oui, moi j'adhère aussi tout à fait à ce que tu dis, Valérie. Mais si on revient en fait, du côté de la communication, de la publicité, communication sur les réseaux, la publicité, la communication aussi sur le point de vente, sur les produits, etc. Je pense qu'il y a aussi, enfin moi c'est les choses sur quoi je travaille, le fait de mieux valoriser le choix alternatif. Alors ça, je ne savais pas forcément tout révolutionner, mais hier, on a remis 21 prix à des marques engagées qui, soit au travers de leur engagement pour des associations, c'est un des prix, mais aussi sur l'offre de produits et la manière dont elles présentent leur offre de produits dans tout un tas de secteurs. Il y avait la mode, je peux citer Okaidi, qui a fait des choses vraiment intéressantes et qui crée la consigne, qui a gagné un prix. Il y avait, donc, vous voyez, c'est quand même de l'achat neuf, même s'il crée de la consigne sur les vêtements de bébé. Enfin, il y avait tout un tas de choses. Je vais revenir à Kiri, je ne vais pas être très longue. Et donc, les marques, elles ont une puissance vraiment importante pour justement contribuer à valoriser
des gestes. On avait aussi, et il y a aussi le sujet, par exemple, des éco-recharges. Aujourd'hui, les éco-recharges, elles ne sont pas encore suffisamment consommées. Et si la marque s'empare de ce sujet des éco-recharges et qu'elle met en avant et qu'elle communique spécifiquement, il y avait un exemple présenté par M6 aussi hier matin, ici même, je parle à ProDurable, eh bien, les éco-recharges, elles deviennent plus désirables. Parce que si on ne rend pas l'éco-recharge plus désirable, les gens vont continuer à ne pas choisir l'éco-recharge. Donc, et si j'en viens à Kiri, ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui est pour moi une clé très importante, c'est que ça ne peut pas être un coût. Une communication qui a une forme d'utilité, bon, peut-être choquer certains d'entre vous, mais pour moi, une communication qui a une forme d'utilité, elle ne peut avoir une forme d'utilité que si justement, et je parle bien de la marque, c'est-à-dire au-delà de l'entreprise, il y a un engagement de l'entreprise réel en profondeur. Donc, je parlais de Kiri et du groupe Bell, donc un travail sur la plus juste rémunération. Ils ont beaucoup communiqué dessus, y compris sur les packs de la juste rémunération, un peu à la manière de, d'ailleurs, C'est qui le patron, qui est quand même un cas très intéressant où on a demandé aux consommateurs s'il était prêt à payer un peu plus pour que les agriculteurs partent en vacances. Et la marque C'est qui le patron, il y a des produits qui n'ont pas marché, mais il y a les briques de lait les plus vendues en France. C'est parmi le beurre bio le plus vendu en France. Donc c'est possible de créer de la valeur, pas de façon délirante, bien sûr, pas en doublant le prix, mais avec des démarches plus éthiques, des démarches, maintenant ils travaillent aussi sur la qualité de l'alimentation des vaches, etc. etc. Donc déjà, si on peut amener les consommateurs à être sensibles quand ils font leur choix aux marques qui vraiment s'investissent plus dans les chaînes de valeur, et toujours mon Kiri, donc meilleure rémunération, travail qui a été annoncé et qui va se poursuivre sur le packaging, le fait de ce partenariat avec WWF, mais aussi de sensibilisation très forte sur la biodiversité. Donc, oui, ça reste un fromage. Et est-ce qu'on peut se passer du fromage Kiri pour ses enfants? Oui, peut-être, parce qu'on peut devenir vegan, mais il faut faire attention sur le plan de la nutrition. Mais oui, il y a des bonnes manières d'être vegan. Mais si on amène des consommateurs à avoir une alternative, et moi j'aime bien quand tu dis, il faut aussi proposer des alternatives. C'est-à-dire que, typiquement, sur un tout autre sujet, sur le temps passé devant les écrans, on sait que le temps passé devant les écrans des enfants, c'est 12 heures à 12 ans, c'est 4 heures, pardon, pour les enfants de 12 ans, à peu près en moyenne. Eh bien, si on leur propose juste de dire ne faites pas ça, alors que beaucoup rentrent chez eux, les parents ne sont pas là, et notamment à nouveau dans des familles parfois où il ne va pas y avoir de nounous, de grands-parents, etc., de proximité. Ce qu'il faut, c'est aussi leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui va garder l'enfant à la maison, parce qu'on n'a pas envie qu'il traîne dans la rue. Donc nous, on a mené une action récemment sur les changements de comportement sur ce sujet. Donc quelle alternative? Et si je reviens aux marques, il faut soutenir par un nouveau récit. J'ai bien aimé les nouvelles idylles du poète tout à l'heure. Donc, il faut de nouvelles idylles et que ces idylles soient capables de parler de manière joyeuse, surtout, positive, et participent à l'éducation d'un consommateur qui va envie de savoir aussi un peu ce qu'il y a derrière son produit, parce que sur certains produits, on peut s'en passer, sur d'autres, on peut mieux consommer, et puis sur d'autres encore, on peut aussi aller regarder et mieux consommer, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a comme chaîne de valeur, qu'est-ce qu'il y a comme effort de fait, est-ce que le packaging va tenir des promesses de recyclage, etc. Alors oui, c'est pas facile à raconter de façon fun, parce que 3/4 du temps, c'est tellement rébarbatif que les marques ne communiquent plus là-dessus. Il y en a très très peu qui en réalité communiquent sur ce sujet, mais on peut le faire, on peut être créatif et inventer ces nouvelles idylles pour justement donner envie de faire des choix plus éclairés. Merci beaucoup, Sandrine. Donc justement, Vincent, les nouvelles idylles, je pense que tu es en plein dedans. Donc pour toi, comment vois-tu l'avenir de la publicité comme outil de financement pour les associations et la solidarité? Après, on a fini par mettre des mots dessus tout au long du parcours de Goodit, mais c'est vrai qu'au début, c'était une idée un peu naïve de il y a de la pub partout. Cette publicité, elle nous permet d'accéder à des services, Facebook, Spotify, enfin voilà, la musique, YouTube, on peut aller voir des vidéos de chats, de Russes, enfin voilà, des trucs. Donc voilà, la pub permet d'accéder à des services, et je me suis dit tout bêtement, la pub pourrait aussi, pourquoi pas, me permettre d'accéder aux dons, parce que c'est vrai que quand on est plus jeune, on n'a pas forcément l'argent, la carte de crédit, puis c'est un métier, toujours la collecte de dons, qui se fait beaucoup par chèque. Encore aujourd'hui, donc c'est moins adapté pour un public un peu plus jeune. Donc je me suis dit vraiment tout naïvement, on pourrait regarder une pub et ça financerait derrière, si on reverse cet argent, une association.
Et en fait, c'est vrai que la publicité est un levier de financement de plein de services. Et donc de cette manière, je me suis dit, la publicité pourrait être un levier de financement de la générosité aussi des associations. Pourquoi est-ce que ça pourrait financer l'information ou la culture ou la musique et pas la générosité? Donc je ne sais pas si ça deviendra un mainstream. En tout cas, on a collecté plus de 10 millions d'euros comme ça pour des assos. Et bon, si un jour on peut collecter 10 fois plus, ce serait trop bien. On essaie de se battre pour ça. Donc essayer de faire en sorte que la publicité aussi permette de financer, pourquoi pas, soit un levier de financement en tout cas de la générosité qui aujourd'hui est pas mal mis à mal malheureusement par les derniers événements. Après, on travaille aussi beaucoup, on le annoncera dans 2-3 semaines aussi, sur comment refaire en sorte que la publicité soit un levier de financement de la presse, de l'information, de manière plus transparente, équitable. Donc ça c'est un des prochains points qu'on veut vraiment essayer d'aborder avec Goodid aussi. On l'annoncera plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est sensible, du fait de voir ce marché des médias. Les éditeurs aujourd'hui gagnent de moins en moins d'argent du fait de la baisse des prix de la publicité, donc on se dit qu'on a peut-être un petit rôle à jouer aussi, au-delà du fait qu'on finance des assos. Super, que les éditeurs t'entendent. Rodolphe, les gens, je suis restée un petit moment dans ta boulangerie, Boulevard Beaumarchais. Il y avait une file d'attente extérieure, les gens étaient heureux de venir, ils parlaient entre eux, ils étaient contents d'acheter tes produits. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner et nous partager comme solution, en tout cas, sur comment tu as fait pour enchanter le consommateur citoyen? Comme je disais tout à l'heure, je m'adressais à un totem avec l'alimentation et notamment ce sujet du végétarisme qui est pas très encore ancré en France, normal, avec notre héritage. Ça répond à la question toujours de se dire qui veut changer, tout le monde lève le doigt dans la salle, et qui veut changer, il n'y a plus personne. C'est vraiment ces sujets-là. Donc la contrainte, il y en a déjà beaucoup dans nos sociétés, dans nos vies à tous collectives. Et comment tu es assez malin, et ça rejoint les notions de créativité dont on parle toujours, pour dans ton modèle faire quelque chose qui soit joyeux et dont on a envie d'aller. Et en fait, c'est la façon dont on a pris la création de cette marque-là, c'est de dire, on va arrêter avec le côté moralisateur, injonction, il faut que tu manges végétarien ou vegan, sinon tu vas tuer la planète, mais plutôt faisons un truc joyeux, sympa, bon surtout, et que les gens aient envie d'y aller, que ceux qui ont un peu d'avance sur ces sujets-là, puissent accompagner d'autres personnes et leur dire, tu vois, et nous on a vu beaucoup au début, c'était très marrant, de jeunes. Pour une fois, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où tu as des jeunes générations qui évangélisent leurs parents sur les grands enjeux et qui amènent leurs parents, et des fois tu les vois, les cinquantenaires qui regardent ça du coin de l'œil, qui se disent, ma petite fille, elle m'a demandé d'aller manger là. Et en fait, c'est marrant de voir que y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer et que finalement... c'est la façon dont on a travaillé nous là-dessus. On savait qu'on marchait sur des œufs. Quand on a ouvert la première Boulevard Beaumarchais où tu y allais, j'ai pris mes équipes et je leur ai dit, ça se trouve dans 6 mois on est fermé, mais c'est pas grave, on aura essayé. Mais je leur disais, à chaque fois qu'il y aura des clients qui seront mécontents, s'il y en a, vous êtes sympa et vous leur donnez quelque chose. Et puis finalement, on a acheté une boulangerie conventionnelle, on a fait x3, ça a cartonné. Et puis les gens ils disaient, c'est bien, c'est pas marqué vegan, vous n'êtes pas militant. Donc il y a tous ces sujets-là de pas être dans l'injonction et moralisateur. Et je me souviens de cette petite anecdote croustillante d'un vieux monsieur, parce que la boulangerie c'est un écosystème hyper localisé. Si vous n'êtes pas capable de plaire aux gens qui sont locaux, qui habitent à côté, ça marche pas, qui était venu me voir en me disant oh là là, vous, les véganes, je les aime pas, mais vous, je vous aime bien. Je me suis dit, c'est gagné, quoi. Et après, sur les sujets de ce qu'on fait derrière, nous, on est en train de vachement s'interroger sur comment on fait savoir aux consommateurs que derrière, il y a plein de choses qui sont faites grâce à une partie de la valeur qui est créée là-dedans. Ça revient sur la partie créativité, les nouveaux modèles d'entreprise, etc., etc. Parce que nous, on veut d'abord se concentrer sur c'est joyeux, c'est sympa de manger comme ça, les gens sont contents, c'est bon. Mais on ne veut pas trop en rajouter, on n'a pas envie de placarder partout. Vous savez, avec 20%, avec X%, on va faire des projets de réensauvagement. 99% des gens ne savent même pas ce que ça veut dire, réensauvagement. Donc il y a énormément de plaidoyer là-dessus. Donc voilà, c'est d'être malin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait tout ce que fait Patagonia sans savoir ce que fait Patagonia. Donc en fait, c'est comment tu diffuses ces idées-là dans la tête des gens pour qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils vont mettre 1 euro là-dedans, c'est 1 euro entre guillemets bien investi. C'est intéressant parce que Patagonia, si on demande à tout le monde, elle est bien cette marque, tout le monde va dire ouais, et puis qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Et Patagonia, ça appartient à 100% à un fonds de dotation qui met ses 400 millions de dollars de résultats annuels au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà, donc ça rejoint pas mal de notions de créativité. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles de commerce où on fait ce petit exercice qui est très sympa. D'imaginer ce que peut être une entreprise à but lucratif en 2050 avec des grandes contraintes
qu'on ne soupçonne même pas. Donc une planète à 2 degrés, l'effondrement de la biodiversité, des stress hydriques, les forêts qui disparaissent, enfin, plein de choses anxiogènes. Et on fait ce petit travail de créativité. Ce qui est très intéressant chez les jeunes, c'est qu'ils ont cette capacité à vite intégrer ça et à proposer des modèles qui soient très créatifs. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut arrêter de théoriser, mais il faut faire plein de choses, comme le fait le vivant, et Olivier Hamon le dit très bien, c'est essayer plein de choses et garder ce qui fonctionne. Et après, avoir une grande caisse à outils, le montrer à tout le monde et dire « moi, j'ai fait ça, ça marche, là, ça marche pas, etc. » Donc, en plus, on avance plus en essai raté, comme ça se passe dans le vivant, que de théoriser pendant des heures autour d'une table et de prendre la meilleure décision. D'ailleurs, dans les affaires, c'est prouvé que prendre plein de décisions et se tromper, c'est beaucoup plus efficace que de prendre la meilleure décision et de ne pas avoir peur, donc mettre son ego de côté et dire on va garder ce qui fonctionne et de le partager aux autres. Mais comme je le fais ici, finalement. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait tous collectivement? C'est essayer de trouver des solutions pour nous en sortir. On ne va pas se mentir. Et donc, on est pris avec ces récits qu'on hérite du XXIe siècle et on essaye d'en faire naître d'autres. Tout le monde sait que ça se joue au niveau des récits. L'homo sapiens, c'est un être de récit, d'histoire. Donc, si on a tous envie d'aller vers ce récit-là, protéger le vivant, retrouver des oiseaux dans les ailes, dans le ciel, des arbres, des forêts en bonne santé et de la vie partout, on va y aller. J'aime bien ça. Vous aussi? Effectivement, je pense que vous connaissez tous l'histoire d'une nuée d'oiseaux, des pernots. En fait, ils sont guidés par la marge. Et ce n'est pas la marge qu'on arrive au cœur pour faire bouger la nuée. Donc ça, c'est très important parce que ce que dit Rodolphe, il est dans la marge. Et la marge, un jour, basculera dans le cœur. Et c'est là où on pourra se dire que l'avenir est certainement plus sympa qu'il ne l'est aujourd'hui, comme on se le dit aujourd'hui. Donc merci à vous 4 pour ces éclairages très riches. On voit bien, à travers vos expériences, que réenchanter la communication, ce n'est pas une histoire de ton. C'est une histoire de récit, de confiance et surtout de posture. Et je dirais même plus de culture. Donc, merci à tous d'avoir été là. Maintenant, c'est la période des questions, donc je vous laisse la parole. Bonjour, j'avais une question par rapport à la boulangerie végane. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des gens qui ont des aversions, par exemple, pour les produits végétaliens, qui trouvent que ça peut ne pas avoir de goût, etc. Et si oui, comment vous avez réussi à pas à les convertir, mais à les convaincre de consommer vos produits? Vous y avez déjà répondu partiellement, mais la question elle est un peu plus précise. Par le goût, tout simplement. Et en fait, j'ai fait mon travail de chef. La façon dont on s'y a pris, c'est que j'ai pris des chefs de chez Maison Landman, là, le premier réseau que j'avais monté. Je leur ai dit, bon voilà, on va remplir notre économa avec tout ce qu'on a le droit d'utiliser. Moi, j'ai grandi avec l'héritage de il faut des œufs, de la crème, du beurre pour faire des bons gâteaux. Donc c'était dur pour moi aussi. Je repartais d'une feuille blanche. En vérité, quand on a travaillé sur ces sujets-là, en 2017, 18, 19, on ne savait pas si on allait y arriver. On ne savait pas si on allait faire des choses qui étaient gustativement acceptables pour qu'il y ait un plus grand nombre qui les accepte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a fonctionné. On a été assez surpris de ce qui s'est passé. Et puis plein de professionnels sont venus. Et en fait, je crois beaucoup à plus l'exemplarité que la théorie. En fait, je crois qu'en fait, quand tu fais des choses et que ça fonctionne, tout le monde s'y intéresse. Parce qu'en fait, l'être humain, il fonctionne plus par mimétisme que par échange d'idées, quoique. Il y en a qui aiment bien les idées, mais peu, finalement. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait. C'est qu'on s'est focalisé sur notre métier d'artisan, de confectionneur de bonnes recettes, en se disant qu'on allait être objectif vis-à-vis du résultat, que si c'était pas bon, on n'allait pas dire oui, mais c'est vegan, tu vois. On allait dire non, c'est pas bon, point final. Et donc travailler là-dessus et voir jusqu'à où on pouvait aller, parce qu'en fait, on pourrait reprocher au végétarisme, au véganisme d'être l'ersatz de la gastronomie française, mais c'est juste qu'en fait, elle n'a pas d'antériorité, elle n'a pas d'historique. Elle est en train d'écrire ses propres pages d'histoire. Alors que la gastronomie française, c'est des siècles et des siècles de transmission. Donc c'est normal que ça mette un peu de temps. Mais le résultat, il semble être pas mal parce qu'on a doublé le chiffre d'affaires en 1 an. Donc ça a l'air d'aller. Merci. Bonjour. Cette question s'adresse probablement à Rodolphe et Valérie. Quand on parle de communication, là, on a beaucoup parlé des marques en direct.
et pas trop des agences de communication. Donc voilà, où est-ce qu'elles en sont? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous, par exemple, à l'ADEME, vous avez géré votre relation avec l'agence? Comment vous l'avez briefé? Enfin, ils ont quand même un rôle très important, agence médias et autres, bien sûr. Merci pour la question. C'est vrai qu'on s'est embarqué dans autre chose. Les agences, elles ont forcément un rôle au même type que les annonceurs, parce que ça fait un binôme, pour de vrai. Alors ça, c'est quand on communique avec une agence. C'est notre cas. Nous, aujourd'hui, tout part du brief. Le brief, il est fondamental. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a fait comme ça sur un coin de table. Au contraire, on a eu un gros travail pour essayer de réunir d'abord tous les éléments qui permettaient de dire et de qualifier quel était notre objectif, cette question de mettre le besoin réel au centre. Donc ça, on l'a bien explicité. Quels étaient les éléments qui étaient également de preuves dont on disposait, autre point important. Et puis, de pouvoir expliciter également par tous les baromètres, les études sociologiques que l'on fait, comment les gens pouvaient ressentir les choses. Et puis enfin, quatrième point, quelles étaient les alternatives qui existaient. Et je pense que c'est ça qui est important. Souvent, dans cette étape de brief que l'on va faire à l'agence, on oublie parfois de rappeler que tous ces éléments qu'on peut mettre dedans, et notamment quand on parle d'économie circulaire, qui est un sujet qui est pas, ou de sobriété matérielle, qui n'est pas forcément aussi simple que ça à appréhender, on a besoin, comme à chaque fois, de donner des preuves, des preuves, des preuves. Et quel que soit l'annonceur, qu'il soit privé, qu'il soit public. Donc ça, c'est la première chose. Et je trouve aussi, ce qu'il y a d'important, c'est que quand l'agence a proposé du coup, le concept créatif de ce fameux conseiller atypique, le dévendeur, je pense que là, ils ont une idée de créatif, mais qui respectait parfaitement nos ambitions, nos attentes. Et ça aussi, c'est important de voir comment est-ce que ça cale bien. On n'est pas là pour choquer, on n'est pas là pour pouvoir, comment ça s'appelle, stigmatiser ou autre. Et ça, on l'avait écrit également noir sur blanc. Et c'est ce qui fait peut-être de nous, on est une agence d'État, on n'est pas une agence militante, on est vraiment une agence d'État. Mais ça n'empêche pas de faire du disruptif et de faire le pas de côté. Et là où est la force de certaines des agences, c'est cette capacité de créativité. Et la capacité de créativité, elle peut être mise au service de bon nombre de problématiques qui sont les nôtres, parce qu'elle possède un savoir-faire énorme pour pouvoir justement, elles sont capables de vendre tout un tas de choses, même des choses dont on n'a absolument pas besoin, d'une façon très aisée. Alors si elles mettaient leur savoir-faire, leur créativité au service même de la transition écologique. Et c'est à cette condition-là seulement qu'on va pouvoir faire en sorte que la publicité, la communication soit aussi au service de la transition écologique de façon plus globale. Donc il y a, oui, une possibilité, mais ça veut dire aussi qu'on doit travailler annonceurs et agences de façon très étroite. Et puis après, ça nécessite quand même un travail de suivi, d'expertise, comme on fait avec tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui ont bougé. Je pense que les guides qu'on a pu sortir, on a outillé aussi les professionnels de la communication pour qu'ils puissent être plus forts sur ces questions de communication responsable. Ça porte ses fruits, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas toujours évident, même surtout en ce moment, de pouvoir continuer. Mais attention, c'est une vraie source de différenciation, à mon avis, une vraie source de compétitivité. Je rappelle juste que dans beaucoup d'appels d'offres publics, notamment, je ne connais pas pour les appels d'offres privés, la note liée à la RSE peut parfois être entre 10 et 40% de la note globale. 40%, ça va être notamment pour les appels d'offres d'impression. Pour des prestations plus intellectuelles, on peut être autour de 10-15%. Et je ne parle pas de savoir si oui ou non l'agence en question trie ses papiers ou si ses collaborateurs viennent à vélo. Je parle bien d'une politique RSE. Ça aussi, ça peut faire la différence et je trouve que c'est extrêmement important. Et ça, c'est de la responsabilité de l'acheteur, donc de l'annonceur, également de l'inclure dans comment ça s'appelle, dans son cahier des charges. C'est pour ça que réenchanter la communication, ça passe aussi par tout le travail amont que l'on a à faire de façon collective. Bonjour, merci beaucoup, très intéressant.
Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a certaines entreprises qui arrivent à se démarquer en créant des nouveaux récits pour vraiment que ça passe à l'échelle? Il ne faudrait pas que ce soit une approche collective au niveau des grandes industrielles, au niveau des fédérations, plutôt que ce soit des récits individuels de certaines entreprises? Sandrine, peut-être? Ou Valérie? La question, c'est est-ce qu'il y a des fédérations qui, ensemble, vont porter des messages autour d'une consommation plus responsable? Je n'ai pas bien entendu, en fait. C'est ça que vous vouliez dire? Est-ce que pour créer de nouveaux récits aujourd'hui, il ne faut pas forcément le faire de manière collective, de manière globale, plutôt que ce soit des entreprises individuelles qui créent leurs propres petits récits? Alors, moi, je suis quand même convaincue que les marques, elles ont une relation avec les consommateurs et leurs consommateurs, et que déjà, en tant que marque, elles impactent quand des marques réussissent à porter une autre manière de voir les choses, elles vont avoir un impact très fort parce qu'elles bénéficient de la relation de confiance ou de la relation qu'elles ont avec leurs consommateurs depuis des années ou qu'elles sont en train de créer. Quand on a la marque Land & Monkeys et si on regarde la marque de chaussures que je porte, ils ont réussi à créer une marque et donc une adhésion à un certain nombre de valeurs, et peut-être qu'ils ont amené les gens à, quand ils achètent des paires de chaussures qui ne viennent pas de chez eux, de regarder d'où vient le plastique, comment on a, quel est l'engagement en fait qu'il peut y avoir. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des marques. Maintenant, collectivement, je ne sais pas, je pense que collectivement, et c'est un peu pour rebondir sur vos exemples, on a fait beaucoup d'éducation. Voilà. Et l'éducation du consommateur, déjà, au risque de... Je sais que je choque souvent quand je dis ça, les gens, ils n'ont pas envie d'être éduqués. Ils ont envie d'être compris, d'être accompagnés, mais pas forcément d'être éduqués. Il y a quelque chose de condescendant quand on dit qu'on va aller éduquer les gens. Et regardez sur l'alimentation, un sujet que je connais bien, en 2018, par rapport à 2018 aujourd'hui, 5 fruits et légumes par jour, tous les écrans publicitaires, tous les Français connaissent ça. La consommation de fruits et légumes a baissé de 13 kilos par an et par habitant depuis 2018. Et on a essayé d'éduquer les gens en leur disant c'est que 5 fruits et légumes par jour. Mais ce qui va amener à manger plus de fruits et légumes, c'est qu'ils soient bons, c'est que ce soit facile à préparer dans le quotidien, c'est peut-être que des marques vont, dans leur communication, collectivement ou pas collectivement, mais montrer que ça peut être accessible, parce qu'à force de dire tout le temps les fruits et légumes c'est très cher, alors que le PDNS nous dit que les fruits et légumes ils peuvent être en conserve, ils peuvent être surgelés, et que oui, bio c'est encore mieux, mais c'est pas bio ou rien, ben, on a des résultats qui sont catastrophiques en fait en termes de santé publique. Donc voilà, donc pas éduquer, accompagner, le brief est absolument capital. Comprendre quels sont les leviers d'adhésion. Il y a une science qui s'appelle le marketing social. Moi, je suis cofondatrice de l'Institut français du marketing social. C'est comment on utilise les techniques marketing qui font appel aux sciences sociales, à la psychologie, à la sociologie, avec des études, pour vraiment bien comprendre les freins, les leviers des gens. Et juste pour finir sur l'exemple dont vous parlez tout à l'heure, et on a un projet soutenu par l'ADEME en Ile-de-France qu'on mène sur le tri des déchets. Donc, c'est facile? Non, c'est pas facile. Donc on est allé voir les gens et on a fait de la coopération, qui est aussi dans les techniques intéressantes, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait les motiver. Et en fait, on a lancé une campagne en cours en ce moment, beaucoup sur le terrain, qui s'appelle « On se dit merci ». Parce qu'en fait, on veut que les gens se rendent compte qu'ils peuvent se dire merci et ils sont reconnus lorsqu'ils font ce geste-là. Il faut valoriser le geste. Donc, ça va être évalué, on va voir si ça marche, peut-être qu'on aura fait des erreurs, mais on va essayer. Et parce qu'il faut d'autres approches pour embarquer d'autres personnes. Et justement, plutôt que de dire on va vous éduquer, et avec ce côté très parfois complexe de mettre des gens qui sont très militants en disant mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas, parce que s'ils étaient bien éduqués, ils le feraient. Donc ça crée des tensions. Donc il faut plutôt embarquer par la reconnaissance et puis sur les fruits et légumes, par le plaisir, bien sûr. Je veux bien juste compléter ce que tu viens de dire, que je partage. Oui, on peut se dire pourquoi est-ce que ce serait une entreprise individuelle, etc. Mais je pense aussi que c'est indispensable que chaque entreprise, dans une logique de réfléchir aussi à sa propre compétitivité, à la trace qu'elle a envie de laisser dans la société, elle se pose les questions. C'est même sain.
Et on le voit aujourd'hui, on voit tout un ensemble de choses qui, d'ailleurs, dans le cadre, par exemple, de réussir avec un marketing responsable et durable, on a travaillé sur des trophées, mais surtout sur un livre blanc qui dit être rentable et durable. Ben, on peut prouver que c'est efficace. Voilà, donc, ça va être le mot de la fin. Ça va être le mot de la fin. En tout cas, essayons tous à réenchanter notre quotidien au travers de nos usages respectueux de l'environnement et du vivant, humain compris. À bientôt.